Saviez-vous que plus de 6000 agences bancaires ont fermé en France depuis 2010? La mutation est en marche. Nos bonnes vieilles banques de quartier tirent le rideau les unes après les autres. À ce rythme effréné, restera-t-il encore une banque au coin de la rue en 2030? C'est la question qui fâche. Dans cette vidéo, je décrypte pourquoi les agences ferment et à quoi pourrait ressembler votre expérience bancaire d'ici 10 ans. On va parler chiffres, vous allez voir, c'est édifiant. On va parler néobanque, digitalisation, inclusion financière, sécurité et intelligence artificielle. Tout y passe. Installez-vous, on part explorer le futur, pas si lointain, de votre banque. Commençons par un état des lieux chiffré. Le réseau d'agences bancaires françaises s'est contracté drastiquement ces dernières années. Entre 2012 et fin 2022, le nombre de points de vente est passé d'environ 39 600 à 34 300. Cela fait 5 300 agences en moins en 10 ans. Et l'érosion continue. Entre 2020 et 2025, 3 296 agences supplémentaires ont fermé. En tout, on parle de plus de 15% du réseau qui ont disparu depuis 2006. Pour prendre du recul, la France reste tout de même l'un des pays d'Europe au maillage bancaire le plus dense, avec environ 49 agences pour 100 000 habitants contre 23 en Allemagne. Mais cet avantage se réduit chaque année. Du côté des usagers, nos habitudes ont basculé vers le digital. Près de 79% des Français aujourd'hui gèrent désormais leur compte via leur smartphone. En 2022, 74% avaient téléchargé l'appli de leur banque, soit plus 19 points depuis 2018. Forcément, la fréquentation des guichets s'est effondrée. En 2007, plus de 60% des clients se rendaient en agence plusieurs fois par mois. En 2023, ils ne sont plus que 9%. Plus de la moitié des Français, soit 53%, n'y vont qu'une fois par an ou moins. La tendance s'est encore accentuée avec le Covid qui a boosté l'usage de la banque mobile. Effectivement, plus d'un tiers des clients ont intensifié leur connexion en ligne après la pandémie. Autant dire que l'agence de papa n'est plus notre point de contact principal avec la banque. Pour autant, la France résiste mieux que d'autres à la fermeture des agences. Effectivement, la baisse y a été plus tardive et plus mesurée qu'ailleurs en Europe. Mais la mutation est bel et bien lancée. BNP Paribas prévoit 500 fermetures d'ici 2030 et Société Générale aura supprimé 600 agences avec la fusion du Crédit du Nord entre 2021 et 2025. L'heure est donc au compte d'apothicaire pour maintenir un maillage acceptable, notamment en zone rurale, on va y revenir. Alors pourquoi ça ferme à tout va? Spoiler, ce n'est pas juste pour vous embêter. Plusieurs facteurs expliquent l'hécatombe des agences bancaires ces dernières années. La digitalisation massive puisque nous réalisons désormais la majorité de nos opérations courantes en ligne, virements, suivi du solde, voire souscription de prêts, grâce aux applis mobiles. 79% des Français ont une app bancaire et s'en servent très régulièrement. Conséquence, les visites en agence pour un simple transfert ou un conseil rapide deviennent l'exception. Nous constatons également une fréquence en chute libre. Aujourd'hui, seuls 10% des Français poussent la porte de leur agence plus d'une fois par mois. 53% n'y vont qu'une fois par an ou moins. Même les opérations plus complexes, prêt IMO, placement, peuvent débuter en ligne maintenant. Moins de clients sur place égale des agences vides la majeure partie du temps. On constate également des coûts fixes très élevés. Effectivement, garder une agence ouverte coûte très cher, que ce soit en loyer, électricité, salaire, sécurité. Selon certaines estimations, un service en agence coûte jusqu'à 69% de plus que son équivalent digital. Difficile pour une banque de justifier ses coûts si l'agence ne voit pas passer quelques clients par jour. Nous voyons également une moindre rentabilité des agences. Effectivement, l'environnement des taux bas jusqu'en 2022 a comprimé les marges, obligeant les banques à optimiser. Chaque agence doit rentabiliser sa présence et beaucoup, notamment dans les petites communes, n'y arrivent plus. Fermer les agences à faible trafic permet aux banques de concentrer les ressources pour des hubs plus grands où le conseil à forte valeur ajoutée, patrimoniale, professionnelle, justifie encore un lieu physique. Évidemment, nous allons parler également de la concurrence des banques physiques. Les néobanques et autres offres 100% digitales, sans l'héritage coûteux d'un réseau physique, mettent la pression sur les enseignes traditionnelles. Effectivement, cela incite ces derniers à fermer en priorité les agences les moins rentables, notamment en zone périurbaine et rurale. On y voit presque un cercle vicieux, puisqu'effectivement, plus les clients partent en ligne, plus les banques ferment des agences, ce qui pousse encore plus de clients vers le digital, etc. etc. En bref, la banque de détail revoit tout son modèle économique. L'agence de papa, avec son guichet pour retirer 20 € et ses conseillers occupés à imprimer des relevés, n'est plus tenable. À la place, on se dirige vers des formats hybrides. Quelques agences phares, très spécialisées, et pour le reste du service à distance, on détaillera les scénarios 2030 un peu plus loin. Parlons des fameux pure players du bancaire, banque en ligne et néobanques. En France, leur essor est spectaculaire. Plus de 20 millions de Français possèdent au moins un compte dans une banque en ligne en 2025. Cela représente environ un quart de la population adulte.
Chaque année, plus d'un tiers des nouveaux comptes bancaires ouverts le sont chez un acteur en ligne ou mobile. C'est donc le signe que la relève est là. Qui sont ces acteurs? D'abord, des filiales digitales des grands groupes. Boursorama pour Société Générale fait la course en tête avec 7,2 millions de clients en France. Devant Fortuneo de Crédit Mutuel Arkea, 1,4 million, Hello Bank de chez BNP Paribas avec 1 million de clients, ou Monabank de chez Crédit Mutuel avec 300 000 clients. Ensuite, les néobanques pan-européennes, soit Revolut, comptent 5 millions d'utilisateurs français. Nickel, compte de paiement affilié à BNP, 4 millions, N26 autour de 2,7 millions, etc. Sans oublier des initiatives locales comme Floa Bank, ex-banque Casino qui compte 4 millions de clients, ou l'émergence d'acteurs fintech comme Lydia. Au total, les banques en ligne détiennent plus de 15% des comptes bancaires actifs en France, un chiffre en forte progression. Vous allez me demander pourquoi un tel engouement? Effectivement, il y a plusieurs avantages. Les frais réduits, l'ouverture facile, l'autonomie. Voilà le trio gagnant. Les banques digitales offrent souvent la gratuité sur la carte bancaire. Pas de frais de tenue de compte et des primes de bienvenue sympas. Tout se fait en quelques clics, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Côté service, les meilleurs se sont alignés sur les banques tradis. Compte courant avec RIB, chéquier, produits d'épargne réglementés, crédit conso, IMO, assurance vie, tout y est. D'autres, surtout parmi les néobanques, restent limités. Pas de chéquier, pas de crédit, car beaucoup n'ont pas le statut de banque. Ce sont des établissements de paiement, comme Nickel. Et là, forcément, une question se pose, c'est jusqu'où peuvent-elles aller? Pour les opérations du quotidien, les banques en ligne excellent. On a une expérience mobile ultra fluide, un support étendu pour chat téléphone, une appli innovante avec une possibilité de gestion de budget, alerte, agrégation de comptes multibanques. Plus de 90% des Français connaissent et font confiance au sans contact mobile ou à l'app bancaire pour payer. Preuve que le digital est entré dans les mœurs. En revanche, il y a des angles morts. Par exemple, déposer des espèces ou des chèques reste compliqué en 100% en ligne. Il faut envoyer le chèque par courrier ou avoir un arrangement avec un réseau physique partenaire. De même pour un crédit immobilier. Les banques en ligne commencent à en proposer. Boursorama fait du prêt IMO 100% en ligne. Mais beaucoup de clients restent rassurés d'avoir un conseiller en face à face pour ce genre de projet. On entend souvent, on ne peut pas obtenir de prêt IMO sans agence. C'était un mythe il y a encore quelques années et c'est de moins en moins vrai aujourd'hui. Plusieurs banques en ligne financent des crédits immobiliers à distance avec signature électronique, parfois complétés d'un échange visio ou téléphonique pour le conseil. En fait, banque en ligne versus banque tradie, ce n'est pas tout noir ou tout blanc. Beaucoup de Français adoptent une double relation bancaire. La banque historique pour certains services, patrimoine, crédit complexe, etc. Et une banque en ligne pour le quotidien à moindre frais. Même les grands groupes l'ont compris, puisque, spoiler, la plupart des banques en ligne appartiennent à des grands groupes traditionnels. Plutôt que de se cannibaliser, elles se complètent souvent. Chaque fois qu'une agence ferme dans une petite ville, c'est un petit drame local. En zone rurale surtout, la banque est vue comme un service essentiel au même titre que la poste ou la boulangerie. Or, après les années de rationalisation, la question des déserts bancaires, donc territoires sans agence ni distributeur, fait surface. Commençons par les faits. 98,8% de la population française reste à moins de 15 minutes en voiture d'un distributeur de billets, un DAB. Dit comme ça, on se dit, ça va, pas de souci. Sauf que ce chiffre suppose d'avoir une voiture. En pratique, des centaines de milliers de Français se retrouvent hors périmètre si on compte ceux n'ayant pas de véhicule ou les non autonomes, exemple les personnes âgées. Rien qu'en 2023, 2626 distributeurs ont été démontés, plus de 10% de moins qu'en 2020. Donc moins d'agences égale souvent moins de DAB disponibles localement, puisque les deux disparaissent ensemble. Il y a aussi le cas des communes désormais sans aucune banque, puisqu'effectivement entre 2010 et 2020, 654 communes de métropole ont perdu leur dernière agence. Les régions les plus touchées, principalement l'Alsace, la Moselle. Par exemple, 50 communes du Bas-Rhin et 36 du Haut-Rhin qui avaient une banque en 2010 n'en ont plus en 2020. Dans la Loire, l'Isère, l'Ain, la Saône-et-Loire, on compte aussi une quinzaine à une vingtaine de villages, chacun qui ont vu partir la dernière banque. En tout, près de 2% des communes françaises sont devenues orphelines de banque sur la décennie. Cela ne signifie pas que leurs habitants n'ont plus de compte en banque. Heureusement, l'inclusion bancaire en France est élevée, mais l'accès physique aux services s'est éloigné. Alors que fait-on pour éviter de laisser les citoyens sur le carreau? Plusieurs solutions sont en place ou à l'étude. On voit que la banque postale est en première ligne, puisqu'effectivement, en tant que banque héritière des services postaux, LBP assure une présence dans 7700 bureaux de poste à travers le pays, souvent le dernier point bancaire d'un canton. Elle a pour mission de garantir qu'au moins 90% de la population d'un département est à moins de 5 km ou moins de 20 minutes d'un point postal bancaire. Et globalement, c'est respecté. Plus de 95% des Français remplissent ce critère aujourd'hui. Dans les faits, la Poste est devenue le filet de sécurité. Quand les banques commerciales partent, son guichet reste pour fournir le minimum. Dépôt, retrait d'espèces, dépannage bancaire de base. Un nouveau modèle est également en train de surgir, les agences mobiles et bus bancaires.
Certaines banques ont ressorti des idées du placard, notamment le camion agence itinérant. En Allemagne, les Sparkassen ont des bus qui font la tournée des villages. En France, le Crédit Agricole a lancé des agences roulantes dans plusieurs régions rurales dès 2018. Un conseiller se déplace en camion aménagé avec guichet automatique à l'arrière et stationne 1 heure par village selon un circuit hebdomadaire. Certes, ça reste symbolique, mais un bus Crédit Agricole peut toucher environ 20 personnes par halte, c'est plus un service d'appoint. Mais en termes d'image locale, ça compte. La Poste a même expérimenté en 2024 5 bureaux de poste itinérants, des fourgons jaunes parcourant les déplacements ruraux pour apporter à la fois les services postaux et l'accès aux services publics type France Service. Ces camions visitent 40 communes isolées chaque semaine, desservant 13 000 habitants qui sinon seraient très loin d'un bureau. Face à la baisse du nombre de DAB, la France facilite le cashback chez les commerçants. Depuis 2024, on peut retirer des espèces chez le boulanger ou au supermarché en payant par carte dans la limite de 150 € par transaction. C'est une directive européenne qui encourage ça, et la France l'a transposée pour que les petits commerçants deviennent des points de cash à proximité. Certaines expérimentations locales mettent aussi en place des points conseils dans des mairies ou maisons France Service, où périodiquement un conseiller bancaire, souvent de la banque postale, vient tenir une permanence. L'objectif, que des publics fragiles puissent quand même parler à un humain pour leurs démarches importantes. Des voix comme l'association UFC Que Choisir appellent à des mesures plus contraignantes. Par exemple, rendre gratuits les retraits d'argent au DAB hors réseau quand c'est subi, ou obliger les banques à se regrouper pour maintenir un automate dans chaque commune où il y a plus de 1000 habitants. Pour l'instant, il n'y a pas de loi imposant une agence partout, contrairement aux services publics, mais la Banque de France et l'État surveillent de près l'accessibilité. On a un observatoire de l'inclusion bancaire qui fait un rapport annuel. Jusqu'ici, son constat est que grâce à la Poste ou aux alternatives, l'accès minimal, donc droit au compte, point d'espèce, est préservé. Néanmoins, la vigilance reste de mise pour les seniors peu à l'aise avec le numérique et les personnes isolées géographiquement. En somme, le spectre du désert bancaire existe, mais on s'organise pour atténuer les effets. Effectivement, la solidarité territoriale passe par des solutions innovantes, bus, relais commerçants et la mobilisation des acteurs publics. L'objectif, que personne ne soit exclu de la banque pour des raisons de distance ou de handicap numérique. Autre tendance majeure, l'intelligence artificielle s'invite dans nos banques. Vous avez peut-être déjà discuté avec un chatbot pour votre compte ou reçu des recommandations automatiques de placement. Ce n'est que le début, alors l'IA va-t-elle remplacer votre conseiller ? Déjà aujourd'hui, l'IA est utilisée à plusieurs niveaux. Chatbot et assistant virtuel, analytique et personnalisation, détection de fraude, robot advisor en investissement. Demain, l'IA générative type ChatGPT pourrait devenir un vrai assistant conversationnel en banque. Imaginez un agent virtuel capable d'analyser en direct vos comptes, vos placements, de vous conseiller à l'oral, presque comme un humain. Tout ça 24 heures sur 24. Des banques testent déjà des intégrations de GPT-4 pour aider des conseillers à rédiger des emails ou synthétiser des rapports. D'ici 5 ans, certains estiment que l'IA pourrait gérer 80% des demandes des conseils de base, budget et produits standards. En agence, le rôle du conseiller évoluera vers plus de pédagogie et d'accompagnement humain, en supervisant des suggestions de l'IA. Une étude récente du secteur bancaire souligne que l'IA ne remplace pas les métiers mais la transforme, nécessitant ainsi de nouvelles compétences chez les conseillers. Exemple, savoir interpréter les recommandations d'un modèle et de gérer les biais. Ils sauront clairement comment se servir d'une intelligence artificielle pour éviter de vous dire n'importe quoi. Bien sûr, confier trop de choses à une machine a ses dangers. On l'a vu avec l'IA, ça peut halluciner ou donner un conseil non conforme. Les banques intègrent donc des garde-fous, un conseiller humain qui reste dans la boucle pour valider un conseil patrimonial important par exemple. De plus, les clients eux-mêmes réclament du contact humain pour les moments clés. Emprunter, gérer un accident de la vie, etc. L'enjeu sera de trouver le bon dosage humain-IA. Par exemple, on peut imaginer une visio avec un conseiller IA pour un premier niveau. Démarche simple à 2 h du matin par exemple. Puis, si ça coince ou si c'est très spécifique, basculer vers un conseiller humain le lendemain. En tout cas, l'IA devrait rendre certains services plus fluides. Traitement administratif accéléré, donc plus besoin d'attendre 3 jours pour que votre RIB soit validé. L'IA vérifie directement. Traduction simultanée, si vous parlez une autre langue, utile pour les expatriés. L'analyse prédictive pour vous éviter les découverts ou vous suggérer d'épargner avant même que vous y pensiez. Tout ceci sans coût marginal pour la banque, donc potentiellement sans facturation pour le client. Reste à conquérir la confiance. 90% des Français ont une image positive de leur agence physique aujourd'hui, signifiant ainsi que l'humain compte. La transition vers un conseiller virtuel devra se faire en douceur, en montrant que l'IA est assistante, pas tyrannique. Projetons-nous un petit peu dans le futur proche. Quelle forme prendra le réseau bancaire en 2030 ? Voici 3 scénarios plausibles, qui ne s'excluent pas mutuellement d'ailleurs.
Premier scénario, réseau drastiquement réduit, agence flagship. Dans ce scénario, les banques traditionnelles ont fermé la majorité de leurs petits points de vente. Ne subsistent que des agences phares régionales modernisées en showroom. Ces flagships seraient grands, high-tech, situés dans les grandes villes ou pôles commerciaux. On n'y ferait plus d'opérations courantes, tout cela se gère en ligne. Mais on y trouverait des experts en chair et en os pour les moments importants. Financer un projet immobilier, conseil en gestion de patrimoine, conseil pro pour les entrepreneurs, etc. Ces agences nouvelle génération pourraient ressembler à des Apple Store de la banque avec des conseillers consultants, des espaces de coworking pour les pros, des présentations d'innovation, par exemple atelier éducation financière en réalité virtuelle, pourquoi pas. L'objectif, valoriser la marque et fidéliser la clientèle haut de gamme. Pour le grand public, en revanche, l'essentiel se fera virtuellement. Ce modèle implique plus que quelques milliers d'agences en France contre 33 000 aujourd'hui et s'accompagnerait d'une montée en gamme du conseil en présentiel. Deuxième modèle, le modèle hybride généralisé, visio plus points de contact locaux. Ici, on imaginerait que les banques maintiennent un maillage physique minimal mais réparti intelligemment, combiné à du vidéo banking de pointe. Concrètement, plutôt que des agences dans chaque bourgade, on aurait par exemple un conseiller itinérant en visio, présent via des bornes dans les mairies ou commerces clés. Les clients iraient dans un espace partagé, France Service, La Poste, et se connecteraient à des visioconférences privées avec un conseiller distant. Par ailleurs, les banques pourraient mutualiser des hubs régionaux où quelques conseillers sont physiquement présents et peuvent se déplacer sur rendez-vous chez les clients. Pour les pros, pour les agriculteurs, etc., un peu comme des docteurs de la banque se déplaçant au domicile. Les automates resteraient disponibles avec des DAB multibanques gérés par des prestataires indépendants, on en voit poindre. On aurait aussi plus de kiosques interactifs dans les lieux publics, imaginez un ATM évolué où on peut faire un vision en direct avec un centre de service client. Ce scénario fait la part belle au digital tout en maintenant une présence locale minimale pour garder du lien. Il est souvent cité comme le plus probable par les experts, on l'appellerait le phygital, le meilleur des deux mondes si la techno suit et si les clients adhèrent. Le troisième et dernier modèle, ça serait 100% digital pour le quotidien. Là, on pousse la logique actuelle à fond. D'ici 2030-2035, la quasi-totalité des opérations courantes, ouvrir un compte, commander un chèque, faire un prêt conso, souscrire une assurance vie se fera en ligne ou sur mobile de bout en bout. Le client type n'aura plus jamais besoin de se rendre physiquement en banque pour 99% de ses besoins. Les agences physiques deviendront ultra spécialisées dans le patrimonial ou le corporate. En gros, seules les clientèles très fortunées ou les entreprises auront des rendez-vous en personne pour traiter de stratégie financière. Tout le reste se réglera via appli, chat, téléphone et visio. Ce scénario verrait peut-être l'émergence d'un service 100% virtuel, y compris pour le conseil patrimonial, via des conseils privés en visio par exemple. Dans cette vision, avoir une banque se résumerait donc à une app et un service client à distance. Le peu d'agences restantes aurait un rôle symbolique ou muséal, on exagère à peine. Est-ce réaliste en 10 ans? Techniquement possible, mais il faudrait convaincre toutes les générations de suivre. On peut imaginer qu'en 2035, les jeunes n'auront jamais mis les pieds en agence, alors que des seniors y seront toujours attachés. Le bascule complet pourrait prendre du temps. En pratique, le futur sera sans doute un mix de ces scénarios. Les tendances lourdes pointent vers moins d'agences, plus de digital, mais une volonté de préserver un accès humain. D'ailleurs, les régulateurs y veilleront. La Banque de France, dans sa stratégie 2025-2030, insiste sur le vidéo banking pour pallier les déserts bancaires. On voit que l'État n'entend pas laisser disparaître totalement le contact humain. On l'a vu, la banque de détail est en pleine révolution, mais elle ne va pas disparaître. Elle change de forme. Alors, en tant que client, comment tirer le meilleur parti de cette révolution dès aujourd'hui? Voici une checklist express pour optimiser votre relation bancaire en 2025. Évaluez vos besoins. Avez-vous réellement besoin d'une agence physique régulière? Si vous déposez des chèques, cash souvent, ou vous voulez un contact humain ponctuel, conservez au moins un compte dans une banque avec une présence locale. Sinon, une banque en ligne peut largement suffire pour le quotidien. Le combo gagnant pour beaucoup est d'avoir une banque tradie plus une banque en ligne. Par exemple, garder sa banque historique pour les crédits IMO et les placements patrimoniaux et utiliser une banque en ligne sans frais pour le compte courant et la carte bancaire. Comparez les frais. En 2025, les banques en ligne offrent quasiment tous les services sans frais de tenue de compte et avec carte gratuite, sous condition d'utilisation évidemment. Les banques traditionnelles, elles, ont encore des packages payants. Passez en revue les tarifs, tenue de compte, frais de retrait hors réseau, commission d'intervention, etc. Et n'hésitez pas à faire jouer la concurrence. Un client informé en vaut deux. Si votre banque actuelle vous coûte cher et que vous n'utilisez plus l'agence, négociez ou envisagez de migrer vers moins cher. Profitez également de la mobilité bancaire. La loi facilite le changement de banque. C'est un service d'aide à la mobilité. Saisissez les offres de bienvenue si ça fait sens. Beaucoup de banques en ligne offrent 50 à 150 € à l'ouverture. Par contre,
Évitez de courir après toutes les primes au risque de vous disperser. Identifiez une ou deux banques principales qui couvrent bien vos besoins. Avoir trop de comptes, c'est du stress, c'est du risque d'en oublier un. Soyez également vigilant sur le numérique. Qui dit plus de digital dit vigilance accrue. Formez-vous ou vos proches moins à l'aise aux bonnes pratiques. Ne jamais donner ses codes par téléphone, se méfier des emails ou SMS suspects. Même s'ils semblent venir d'une banque, attention, activez toutes les sécurités, biométrie, 3D Secure. La fraude évolue, mais avec un minimum de méfiance et les outils comme SCA, vous êtes bien protégé. En cas de doute, contactez vous-même votre banquier via les numéros officiels. J'espère que cette vidéo sur l'avenir des banques physiques vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. Un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. On vous a mis quelques liens vers des banques en ligne partenaires si vous souhaitez vous inscrire et vous propose des bonus assez avantageux comme je vous l'ai dit. Donc n'hésitez pas. Je vous souhaite un très bon mois d'août et une très bonne fin d'été et à la semaine prochaine.